Quelle est la réelle situation en Asie du Sud-Est? L'Organisation de coopération de Shanghai est-elle un révélateur géopolitique dans la région? Alors que s'est tenu le 25e sommet en Chine de l'Organisation de coopération de Shanghai, la question mérite d'être posée. On va faire un focus sur une institution, car derrière elle, derrière ces instances, derrière ces pays membres, il y a des logiques géopolitiques sous-jacentes. Sont-elles riches d'enseignements pour la géopolitique dans cette région? C'est la question que nous adresserons aujourd'hui à Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans l'intitulé, j'ai parlé de réelle situation. Ça aurait été plus correct de dire situation réelle, mais c'était justement pour insister sur ce qualificatif de réel. On peut penser à la réelle politique, par exemple, mais c'est pour dire que peut-être que nous, occidentaux européens, avons une vision assez lointaine de l'Asie du Sud-Est et une image assez pacifiée, peut-être à l'exception de Taïwan, Hong Kong. Et au-delà de ça, on a l'impression que c'est une région où les pays cohabitent bien. Or, il y a des oppositions, il y a des oppositions frontales, et peut-être qu'il y a un événement récent qui pourrait nous le rappeler. La Chine défile. La Chine défile, alors évidemment j'imagine que certains de nos auditeurs doivent s'interroger en disant mais qu'est-ce qu'il est en train d'entendre par là? Je suis clairement en train de faire allusion au défilé militaire qui a eu lieu à Pékin le 3 septembre 2025. Pour qu'on comprenne bien de quoi s'agit-il, c'est d'abord le 80e anniversaire, ça c'est pour la célébration officielle de la victoire sur le Japon de la Deuxième Guerre mondiale, plus globalement sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est surtout le plus grand défilé militaire que la Chine a fait depuis 1949, la République populaire de Chine, avec l'armée de libération populaire. Et c'est un défilé qui a duré 1 heure et demie. Donc là, on a envie de dire qu'il y a manifestement une communication forte qui est en train de se mettre en place. Et pour pouvoir compléter peut-être nos propos et les renforcer, me semble-t-il, il y a deux éléments supplémentaires qu'il va falloir ajouter pour qu'on comprenne bien l'enjeu de ce défilé militaire. D'abord, évidemment, ça a été une démonstration de puissance, un étalage de matériel en quantité et en technologie. Et je vous prie de croire que la plupart des observateurs ont été très très attentifs à l'ensemble des armements tels qu'ils ont été exposés clairement à la face du monde. Alors, je vais en citer quelques-uns pour qu'on comprenne bien de quoi s'agit-il. D'abord, ça a été l'opportunité pour la Chine de montrer son nouveau missile intercontinental balistique. Ça a été aussi l'occasion de montrer que la Chine avait des nouveaux armements qui consistaient à combattre les systèmes satellitaires. On a vu arriver une nouvelle génération de chars ou de blindés. On a assisté à la mise en exposition de 2 drones sans pilote qui sont censés accompagner l'aviation la plus moderne. On a aussi assisté à la démonstration de lasers qui sont censés équiper les navires pour lutter contre les drones, à des drones sous-marins, et puis à une quantité de missiles balistiques et autres équipements en tout genre. Donc on voit bien là l'énoncé de ce que je suis en train de dire, et je vous prie de croire que ma liste n'est pas exhaustive et que la démonstration de puissance était encore beaucoup plus impressionnante que celle-là. On a bien compris que la Chine cherche à mettre en évidence quelque chose. Elle n'est plus une puissance régionale militaire, comme c'était encore le cas dans les années 80 ou 90, mais bien une puissance militaire mondiale capable de déployer l'ensemble des éléments qui font la force d'une armée moderne, d'ailleurs tant dans les armes terrestres que maritimes, qu'aériennes, que spatiales et que nucléaire, et non seulement en quantité, c'est une qualité qu'on lui prêtait déjà, mais en plus en grande qualité technologique, donc la combinaison réunie et de la quantité en termes d'armes et de la qualité en termes d'armes. Donc là, on voit bien qu'il y a une démonstration qui est assez claire et nette. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous font l'amitié de nous suivre depuis longtemps, on n'en sera pas tellement surpris, puisque nous-mêmes, on avait fait une séance sur l'armée chinoise, quels objectifs, souvenons-nous-en, dès l'automne 2023, et c'est bien des choses qu'on avait mis en exergue, c'est-à-dire que là, manifestement, on a affaire à une armée qui se développe considérablement. Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point qui n'est pas inintéressant. C'est qu'en réalité, la Chine, à cette occasion, montre qu'elle n'est pas seule, ou veut démontrer qu'elle n'est pas seule. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quels sont les dirigeants qui sont présents à la tribune lors de cette manifestation. Alors, qu'on voit Vladimir Poutine et Kim Jong-un, respectivement, donc les dirigeants de la Russie et de la Corée du Nord, ça, j'ai envie de dire, c'était quand même quelque chose de relativement attendu. Par contre,
qu'on assiste aussi à la présence du président iranien, du président indonésien, du leader de la Birmanie, qu'on voit le roi du Cambodge, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a toute la sphère de l'Indo-Pacifique qui est présente, et ça, c'est quand même très, très important, sans oublier qu'il y a 3 pays européens qui ont envoyé des délégations officielles. Donc, on voit bien que là, il y a pratiquement plus d'une trentaine de délégations officielles, et c'est sans évoquer le fait qu'il y a en plus des délégations qu'on qualifiera de peut-être plus discrètes, notamment qui sont formées par d'anciens dirigeants. Donc on voit bien que le parterre où la présence était quand même très très nombreuse. Et là, la communication est très claire. La Chine n'est pas seule. Et on voit bien que cette communication est adressée en particulier aux États-Unis, parce que les États-Unis, ça c'est des choses qu'on a eu l'occasion de développer aussi, s'efforcent de leur point de vue d'essayer d'isoler la Chine, dont ils trouvent qu'elle est trop conquérante ou trop en avancée dans le Pacifique, et donc ils cherchent à tisser des liens d'alliance. On avait fait une séance sur l'AUKUS et sur le Quad, où on voit bien que l'idée c'était dans une sorte de containment, pour reprendre une idée de la guerre froide, de repousser la Chine. Et donc là, la communication est très claire. Non seulement vous y parvenez pas, mais c'est nous qui amenons à nous considérablement d'État. D'ailleurs, Donald Trump s'y est pas trompé, parce que dans une sorte de message lapidaire qu'il a mis sur les réseaux sociaux, il a mis salutations amicales à tous ceux qui conspirent contre les États-Unis. Donc là, on voit bien que le message est bien passé. Mais il y a un troisième point peut-être qui est pas totalement inintéressant et qui vient en complément des 2 premiers, dont on voit bien que c'est les 2 axes de communication, encore une fois, essentiels. C'est la qualité du défilé militaire. Et ça, je vais m'y arrêter un instant, parce que je pense qu'il aura échappé à personne, en tout cas parmi ceux qui s'intéressent à la chose militaire, parce que quelles sont les choses qu'on perçoit? D'abord, la musique utilisée lors de ces défilés est très martiale. Et c'est intéressant à noter, parce que de temps en temps, lors de défilés d'autres armées, parfois on déroge un peu à cette habitude et on part un peu sur des musiques folkloriques ou un peu plus populaires ou de pop, pour essayer de diminuer l'aspect belliciste. Là, c'était pas le cas. De même qu'on n'a pas pu manquer de remarquer que les tenues arborées sont vraiment des tenues de parade ou des tenues de gala. Et là aussi, ça détonne avec certains défilés d'armées occidentales qui apparaissent dans des treillis qui sont un peu dépareillés, qui sont pas tellement, on va dire, empreints là aussi d'une grande martialité. Et puis, il y a une dernière chose, c'est l'aspect particulièrement, je vous prie de le croire, organisé, discipliné, presque mécanique dans le pas, pour ne pas dire autre chose. Et il y a un sentiment général là qui se dégage en termes d'ambiance d'un défilé tel qu'on n'en a pas vu depuis plusieurs années, voire des décennies, si vous voyez ce à quoi je suis en train de penser. Donc là, la Chine dit attention, nous défilons. Et non seulement elle veut attirer l'attention des spectateurs qui sont présents, mais on se demande presque si elle n'a pas presque envie de plus attirer l'attention des spectateurs qui sont pas là. Le ton est lancé. Bienvenue dans l'ambiance de l'Asie du Sud-Est, serais-je tenté de dire. On voit que donc la Chine a voulu montrer quelque chose et démontrer quelque chose le 3 septembre, mais en quoi est-ce relié à l'Organisation de coopération de Shanghai? Alors ça, c'est une vraie question, parce que c'est vrai que spontanément, vous avez raison d'attirer notre attention là-dessus. J'imagine que certains de nos auditeurs disent, bon, ok, mais alors, pourquoi effectivement parler de l'organisation? Parce que les événements étaient concomitants d'abord. Parce que le 25e sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai, il a eu lieu entre le 31 août et le 1er septembre en Chine. Donc on voit bien qu'il a lieu 2 jours avant et qu'il a lieu en Chine, dans le même pays. Donc là, on sent bien qu'il y a déjà une certaine collusion. Mais évidemment, c'est pas le seul point commun, parce qu'on va se rendre compte assez vite que les logiques géopolitiques qui sous-tendent les 2 événements se rapprochent de façon assez certaine. Alors, si on doit opérer le rapprochement entre ces 2 événements très concomitants, peut-être qu'on peut prendre un peu de recul et essayer de s'intéresser à l'organisation en tant que telle, comprendre les modalités de fonctionnement, d'organisation et les États membres. Oui, alors me semble-t-il, pour qu'on comprenne mieux le corollaire qu'on peut établir entre l'Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS, et le défilé militaire tel qu'il y a eu lieu en Chine le 3 septembre 2025, il y a effectivement un certain nombre d'éléments qu'il faut essayer de dégager. 3 me semblent opportuns de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, à travers ces 3 éléments, il sera peut-être possible de commencer à faire un certain nombre de déductions qui vont nous emmener par la suite à un peu mieux comprendre la situation réelle telle que nous y invitez en Asie du Sud-Est. Le rassemblement des États qui vont composer par la suite l'Organisation de coopération de Shanghai a commencé à exister en 1996 dans une première forme
Ça a été le traité de Shanghai. Et puis ensuite, ça s'est prolongé ou ça a un petit peu évolué le 15 juin 2001 avec la signature donc du traité qui a amené cette organisation avec 6 pays spontanément qui ont fait partie de ces organisations, la Chine et la Russie ou la Russie et la Chine. Ça, je vais y revenir parce qu'on sent tout de suite que c'est les 2 États qui vont être moteurs dans cette organisation. Et puis ensuite, 4 États de l'Asie, et ça va être assez intéressant à noter, pour qu'on comprenne les modalités initiales du rassemblement. Parce que là, on a le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Donc, on voit bien que là, il y avait une orientation assez particulière. Ensuite, après cette création inaugurale de l'Organisation de coopération de Shanghai le 15 juin 2001, il y a 4 pays qui se sont rajoutés au nombre des États membres, donc ils sont maintenant 10, puisque maintenant il faut rajouter l'Iran, l'Inde, le Pakistan et la Biélorussie en 2024. Indépendamment de ces 10 États membres, il y a 2 pays observateurs, la Mongolie et l'Afghanistan, et il y a quelque chose de très important à souligner, il y a 14 pays partenaires. Donc là, on voit bien que tout d'un coup, il y a un prisme qui s'élargit de plus en plus parce que il y a 10 pays membres, 2 pays observateurs, 12 plus 14 pays partenaires, ça fait 26. Et ces pays partenaires sont, pour certains d'entre eux, en particulier très importants à évoquer parce qu'on trouve l'Égypte, on trouve l'Arabie Saoudite, on trouve le Qatar, on trouve la Turquie, on trouve aussi le Cambodge. On voit bien que d'ailleurs, on est dans la continuité de nos propos précédents parce qu'on voit bien que finalement, on a considérablement élargi le nombre d'États qui sont plus ou moins en collaboration à travers cette organisation. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui n'est pas inintéressant, même s'il y a eu une inflexion sur laquelle on sera amené à revenir, c'est qu'on a affaire à une organisation d'emblée qui s'inscrit dans une démarche géopolitique. Et ça, c'est pas si courant. Parce qu'on a des assemblées qui sont plutôt des organisations internationales qui sont plutôt sur des questions diplomatiques ou plutôt, la plupart du temps d'ailleurs, sur des questions macroéconomiques. Mais là, en fait, ce dont on va se rendre compte, c'est quelle est la raison profonde de la première version, je serais tenté de dire, de la création d'une telle institution. C'est clairement la peur de la dislocation que va amener l'Union soviétique. Ça, c'est très important à avoir à l'esprit. Voilà pourquoi, d'ailleurs, on se retrouve avec les 15 autres États qui sont liés à l'Asie et au Caucase, parce qu'on voit bien que et la Russie et la Chine sont très inquiets du bouleversement tel que la fin de la guerre froide peut l'amener, et que d'ailleurs, la préoccupation consiste à éviter qu'il y ait une sorte d'onde sismique qui se propage partout dans la région. Et ça se retrouve dans les statuts, d'ailleurs, de l'Organisation de coopération de Shanghai à partir de 2001, parce qu'on voit bien que l'idée qui consiste à rassembler les pays, c'est le fait de pouvoir lutter ensemble contre le terrorisme, contre l'extrémisme, et surtout, il y a un mot qui est très important, contre le séparatisme. Donc là, on voit bien que l'idée, c'est d'essayer de maintenir une sorte de statu quo dans la région. Donc, c'est ce qui nous rapproche d'ailleurs du défi militaire, parce qu'on est bien dans une dimension géopolitique. Et puis, il y a un troisième point qui n'est pas inintéressant, c'est que le siège est en Chine, et que les 2 langues officielles sont le russe et sont le chinois. Donc là, on voit bien qu'il y a déjà quand même une tonalité qui est très très forte donnée à cette organisation. Alors, il y a 2 déductions qui sont pas inintéressantes, me semble-t-il. D'abord, la première, c'est qu'on a bien la confirmation qu'on est dans une dialectique, c'est ce qu'on était en train de s'efforcer de dire, qui est géopolitique, parce qu'en plus, quand on regarde maintenant les modalités telles qu'elles sont officiellement affichées, oui, il y a une coopération économique, mais il y a surtout des coopérations en termes sécuritaires et en termes militaires. D'ailleurs, il arrive qu'il y ait des manœuvres qui soient faites en commun avec certaines de ces armées. Donc ça, c'est pas neutre. Puis il y a un autre aspect qui est pas inintéressant aussi à mettre en avant, et je trouve qu'il n'est pas assez souvent souligné, c'est que si on regarde bien la composition maintenant de cette organisation, on a un poids démographique qui est incroyable, parce qu'il s'agit de juste rappeler quand même que parmi les 2 États membres, il y a la Chine et l'Inde, excusez du peu, et à eux 2 déjà, on atteint pratiquement les 3 milliards d'habitants. Et puis, si on étend l'analyse, ce qu'on constate, c'est qu'on a aussi affaire à des pays qui possèdent énormément de ressources en matières premières et en matière énergétique, et on pense notamment aux hydrocarbures, parce que si on ne fait ne serait-ce qu'allusion à l'Arabie Saoudite et au Qatar, on voit bien qu'on a affaire là à des puissances potentielles qui sont très très importantes, et on sent bien qu'il y a une volonté qui consiste à mettre en place un pôle ou une force
qui soit indépendante, et non seulement indépendante, mais capable de s'élever, on va dire, à minima, en opposition avec les États-Unis et avec la présence qu'on a jugée comme trop importante ou comme trop omniprésente de l'Occident après la fin de la guerre froide. Ça, c'est très net. Alors, il y a une orientation géopolitique qui est inscrite dans l'ADN de l'organisation suite à la guerre froide. Est-ce qu'on pourrait dire quels sont aujourd'hui les objectifs de l'organisation, puisqu'on est avancé dans le temps et que d'autres membres ont rejoint comme observateurs ou comme membres à part entière? Est-ce qu'il y a une évolution de ces objectifs? Le terme qui est très important et que vous venez de mettre en place, c'est évolution ou inflexion, parce qu'on va se rendre compte, évidemment, que ce qui peut être trompeur, c'est que oui, on reste dans un cadre géopolitique, mais que ce cadre géopolitique va avoir tendance à évoluer, et je vais m'efforcer d'essayer d'en dessiner les raisons principales. Parce que c'est vrai que on pourrait considérer qu'on est toujours un peu dans la même ambiance, qui consiste finalement à montrer, comme on l'avait dit un peu dans la réponse à la question précédente, qu'il y a un pôle indépendant et de l'Occident et des États-Unis, et qui prétend, à juste titre, pouvoir mener sa propre destinée avec ses propres logiques. Mais là où c'est intéressant, c'est que justement, il y a deux inflexions, me semble-t-il. Et que la première va nourrir la seconde, mais que la seconde va aussi contribuer à pousser davantage la première. À quoi suis-je en train de penser? Bah, d'abord, on a perdu en unité et donc en uniformité d'objectifs. Parce que il suffit de rappeler la présence de deux États sur lesquels on va revenir pour bien comprendre qu'on est plus dans des logiques. Alors là, ça, on va aller loin en termes de terminologie. On est même presque plus dans des logiques d'adversité que dans des logiques de complicité. Parce qu'il suffit de rappeler que le Pakistan et l'Inde sont membres de l'organisation pour bien comprendre que là, en termes de géopolitique, il n'y a qu'à se remémorer la séance qu'on a consacrée à l'Inde et au Pakistan et à rappeler qu'il y a eu 4 guerres entre ces deux États pour bien comprendre que là, il y a un certain nombre quand même de points de divergence pour rester feutrés dans nos propos qui font que ça va être assez difficile que maintenant de tracer comment dire, une grille de lecture commune et une action commune. Et alors, c'est peut-être ça qui explique aussi que, en fait, l'organisation est beaucoup plus centrée sur la Chine. Et l'organisation est beaucoup plus centrée sur les ambitions de la Chine, sur les projets de la Chine et sur les objectifs de la Chine. Et là, il y a un paramètre qui va venir compléter ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a une polarité entre la Russie et la Chine qui se sont inversées, Olivier, en fait. Parce que quand on est encore dans les années 90, au début des années 2000, on sent bien que même si évidemment il y a une évolution dans les rapports entre la Russie et la Chine et que la Chine commence son extraordinaire croissance économique et géopolitique, il n'y a pas un lien de subordination. Mais pour reprendre le terme d'un livre d'Hélène Carrère-Danco, si là on le passe de l'Est de l'Europe à l'Asie du Sud-Est, la Russie, ça restait quand même un peu le grand frère. On n'est plus du tout dans cette situation-là aujourd'hui, et on est d'autant moins dans cette situation-là aujourd'hui que depuis le 24 février 2022 et la guerre en Ukraine et les sanctions économiques occidentales, la Russie est de plus en plus dépendante de la Chine, donc on a une polarité qui s'est complètement inversée, et comme de surcroît on a une Chine qui monte énormément en puissance macroéconomique, géopolitique et militaire, on voit bien qu'en fait, on est de plus en plus dans le cadre de cette organisation en train de se polariser sur la puissance de la Chine, Chine qui montre à travers d'ailleurs le défilé qu'elle en est l'acteur principal. D'ailleurs, il y a un événement qui va nous montrer que la dissension existe et que ce qu'on est en train de mettre en exergue prend toute sa mesure, parce qu'il y a deux dirigeants qui n'ont pas été présents lors de ce défilé militaire et qui étaient pourtant bien présents lors de ce 25e congrès, et excusez du peu, non des moindres, puisque c'est le président de la Turquie, mais surtout c'est le Premier ministre indien, qui sont partis avant le 3 septembre 2025. Donc on voit bien que là, on reste dans un cadre géopolitique, mais on est dans un cadre géopolitique dont à la fois l'équilibre entre les acteurs et les objectifs premiers, eux, sont en phase de mutation, ce qui rend nécessaire une interprétation, me semble-t-il, encore plus aboutie ou plus importante. Vous l'avez dit au sujet de la Chine et la Russie, le rapport de force est inversé. La Chine est devenue une puissance incontournable aujourd'hui. Pourquoi avoir voulu le manifester de façon aussi ostentatoire lors de ce défilé? Ça, c'est une vraie question. Parce que un défilé militaire, c'est toujours finalement quelque chose de très ambivalent en géopolitique. Parce qu'un défilé militaire, si vous me permettez cette formule à laquelle je suis attaché,
c'est une démonstration de force, mais c'est surtout une démonstration qu'on a besoin de faire une démonstration de force. Donc quelque part, si on comprend bien ce que je suis en train de dire, ça peut aussi mettre en exergue un certain nombre de difficultés ou de problèmes. Et c'est peut-être pour ça que la Chine a besoin de davantage afficher sa puissance militaire. Parce que si on regarde bien, il y a un certain nombre de difficultés croissantes qui sont en train de se mettre en place. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut en cibler principalement 4. D'abord, il y a un ralentissement économique de la puissance chinoise qu'on pourrait mettre en évidence avec un certain nombre d'indicateurs. Et ce qui est important à noter, c'est que c'est aussi vrai dans le cadre du commerce extérieur. Alors oui, les chiffres restent bons, surtout en comparaison avec d'autres États, mais ils ralentissent. De même qu'il y a un ralentissement économique intérieur, ça c'est important à noter. Il y a un deuxième point qui me semble pas neutre, c'est que on a une population chinoise aujourd'hui qui est très surendettée, y compris sur des questions de marché immobilier. Et là, ça renforce, puisque on considère que beaucoup de foyers chinois sont endettés à hauteur de 30 à 40 ans en termes de durée, et quand même, il y a des bulles immobilières qui sont en très grande difficulté. Donc, on sent qu'il y a une fragilité. Et c'est très important à expliquer, parce qu'en fait, il y a une sorte de pacte non dit entre le pouvoir communiste chinois et la population chinoise. Le système, avec un certain nombre de rigueurs, pour pas dire de raideur, est toléré tant qu'il amène un énorme accroissement de richesse et un niveau de vie qui est bien supérieur par rapport aux générations précédentes. Et là, il est incontestable, entre les réformes mises en place par Deng Xiaoping et les derniers résultats économiques en Chine, qu'on est effectivement dans ces situations-là. Mais là, on connaît un ralentissement et on connaît même, on va dire, un sort de tassement. Donc, on voit bien que là, on a déjà 2 fragilités en termes de macroéconomie générale et du marché intérieur. Et puis, il y a un troisième point. Et ça, je trouve aussi que c'est un élément dont je trouve qu'on ne le prend pas assez en considération. C'est que la démographie chinoise est en train de connaître une baisse qui va en s'accélérant. Et c'est tellement vrai, et sur les taux de natalité et les taux de fécondité, que non seulement on a une population qui est en train de stagner en valeur absolue, mais on pense en termes de projection sur les 2 ou 3 prochaines décennies que si on continue sur le rythme actuel, la population chinoise va même perdre en valeur absolue et que les chiffres sont même assez... Plus on s'étale dans le temps, plus les chiffres descendent. Puis un dernier point qui est aussi important, Xi Jinping est né le 15 juin 1953 et il a 72 ans. Et là, évidemment, j'imagine que certains de nos auditeurs disent d'accord, mais quel est le rapport avec la logique telle qu'on est en train de la décliner? C'est qu'il a toujours affirmé qu'il réglerait la question de Taïwan avant que son mandat soit fini. Et donc là, on se rend bien compte qu'à partir du moment où le leader a 72 ans, que le temps imparti pour atteindre cette mission est en train de se résorber. Donc on voit bien que là, il y a 4 sujets de difficulté ou de tension, serait-on en train de dire, ou de friction, pour reprendre un terme clausewitzien, qui appartiennent à des champs qui sont totalement différents, mais qui, nonobstant ça, sont en train de se conjuguer. Et tout d'un coup, on se rend peut-être mieux compte de l'impérieuse nécessité pour la Chine d'étaler encore davantage sa puissance. Alors ça, on l'a bien compris, mais on pourrait peut-être reformuler la question autrement, c'est quelle nécessité à le faire maintenant? Et là, il y a une interprétation qui me paraît essentielle à mettre en place parce qu'elle va peut-être être contre-intuitive ou aller à l'encontre d'un réflexe assez spontané qu'on a notamment à travers un concept qui est le piège de Thucydide. Parce que, rappelons-nous, Olivier, ça c'est l'objet d'une de nos séances qu'on avait fait il y a plusieurs années, il y a donc Graham Allison qui a développé un concept qui consistait à dire le risque de conflit ou le risque d'affrontement entre 2 puissances majeures vient du fait que quand il y en a une qui monte, et qui monte très vite, rappelons-nous, c'est un événement important, la puissance en place, donc là en l'occurrence les États-Unis, face à la puissance qui monte, en l'occurrence la Chine, la puissance en place a toujours peur de voir arriver la puissance qui risque finalement de lui ravir son hégémonie et de la remplacer. Je rappelle qu'on appelle ça le piège de Thucydide, suivant la démonstration de Graham Allison, puisque le Thucydide est censé être le premier à avoir mis en évidence cette dynamique entre Sparte, qui était la puissance installée dans l'Antiquité, et Athènes, qui était donc la puissance qui montait pour la réaliser très très vite. Mais alors, ce qui est intéressant,
c'est qu'il y a un universitaire américain qui s'appelle Al Brandt, qui travaille dans une école qui est consacrée aux affaires internationales et qui dépend de l'université Johns Hopkins, qui a pris le concept et qui l'a tourné à l'envers. Et il l'a tourné à l'envers parce qu'il a dit, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe si la puissance qui est en train de monter se rend compte qu'elle n'arrivera pas à rejoindre la première puissance installée. Et là, on a tout d'un coup cette sorte de peau de chagrin, pour reprendre un terme littéraire, ou de fenêtre d'opportunité qui est en train de se réduire. Et on comprend bien l'interaction qu'il y a entre les deux questions tout d'un coup, parce que on peut tout d'un coup s'interroger sur le fait de voir que si Xi Jinping et la classe dirigeante chinoise se rendent compte qu'à cause des difficultés macroéconomiques, qu'à cause du ralentissement interne, notamment dû au marché immobilier, qu'à cause du fait que donc il y a le temps qui progresse, mais que pour l'instant on n'a pas réussi à atteindre des objectifs, notamment au niveau géopolitique, on peut avoir la tentation tout d'un coup de brusquer la situation, parce que paradoxalement, non seulement on ne va pas rejoindre la première puissance, ce qui permettrait peut-être d'atteindre des objectifs juste en l'affirmant, mais en plus, on risque d'être finalement dans une situation où l'écart va s'accroître et avec une fenêtre d'opportunité qui va se réduire. Voilà ce qui pourrait expliquer que tout d'un coup, on se retrouve dans une situation où la Chine éprouve le besoin, maintenant, de monter en puissance. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est d'une montée en puissance. Alors, si on résume la situation, si on prend cette organisation de coopération de Shanghai, si on prend les événements qui sont liés à ce défilé, à cette démonstration de force, est-ce qu'il y a un enseignement géopolitique majeur qu'on pourrait en retirer? L'enseignement majeur qu'on peut en tirer, c'est que la Chine, clairement, est en train de durcir ses positions, et je serais en train de dire, est en train de durcir le ton. Parce que là, il y a évidemment, on se rend bien compte que l'Asie du Sud-Est, ça reste un endroit majeur en géopolitique, et que Taïwan est un endroit de crispation important. Je rappelle que du point de vue chinois, c'est la 23e province, et qu'il est hors de question que cette partie du monde ne soit pas incorporée à la Chine. D'ailleurs, Jean-Pierre Cabestan avait attiré dans son ouvrage de 2021, Demain la Chine, guerre ou paix, avait attiré notre attention sur le fait que c'était évidemment un point de fixation. Et d'ailleurs, si on fait de la prospective, il y a 5 scénarios qui se dégagent et qui mettaient assez bien en évidence ou en exergue. Quels sont ces 5 scénarios? Le premier, ce serait le fait que Taïwan réintègre le giron de la Chine de façon pacifique et apaisée, parce qu'il y a une interaction macroéconomique qui se développe de façon tellement importante que finalement, cette fusion serait amenée à se faire assez spontanément. Pour être totalement honnête et transparent, c'est le scénario qui est aujourd'hui le moins crédible et le moins probable. D'abord parce que les états de tension sont importants, parce que la scission en place, maintenant depuis décembre 1949, depuis la fin de la guerre civile en Chine, et le fait que Chiang Kai-shek soit parti sur Taïwan, ça fait 75 ans de séparation, qu'on a des populations qui ont des histoires qui se sont divisées, donc ça va être très très compliqué d'imaginer qu'un tel scénario, de surcroît assez optimiste, puisse se mettre en place. Ensuite, il y a un deuxième scénario qui vient un peu se greffer, mais dans lequel on sent bien qu'il y aurait, on va dire, une poigne de la part de Pékin qui serait un peu plus importante, parce qu'on serait toujours dans une démarche macroéconomique, mais accompagnée de cyberattaques, de pression sur survol aérien par l'aviation chinoise, de franchissement dans les eaux territoriales, enfin, etc., etc. On sent bien qu'en fait, il y aurait la même démarche macroéconomique, mais qui serait accentuée par une pression politique. Et là, quelque part, on va dire, deux guerres lasses, un peu dans une logique, on va dire, d'étouffement, Taïwan rejoindrait le giron de la Chine. Troisième scénario, le blocus maritime. Alors là, je pense que tout le monde comprend qu'on monte en intensité, et c'est intéressant de voir que c'est des scénarios, encore une fois, qui ont été mis en place il y a plus de 4 ou 5 ans maintenant. Parce qu'on voit bien que le blocus maritime couperait Taïwan du reste du monde, et d'ailleurs, ce serait un scénario assez adroit parce qu'il mettrait la responsabilité sur les Américains qui devraient intervenir pour comment dire, désencercler Taïwan ou briser le blocus. Ensuite, on monte toujours en puissance. Il y a un quatrième scénario. Celui-là est intéressant parce qu'il permet d'appréhender un certain nombre de logiques, notamment une qu'on n'a pas encore eu l'opportunité d'expliquer et sur laquelle je vais arriver. C'est que, en fait, la République populaire de Chine
prennent les îles de Kinmen et Matsu, qui sont des îles qui sont très très proches de la côte de la République populaire de Chine, parce qu'on ne faut pas oublier que Taïwan, c'est plusieurs îles. Et donc, d'abord, ce serait un fait militaire. Ensuite, ça rajouterait la pression. Mais ça permettrait aussi de justifier qu'on a atteint l'objectif tel qu'on l'a affiché, paradoxalement pour ne pas forcément aller plus loin, et de satisfaire une pulsion nationaliste de la population chinoise qui devient de plus en plus importante, ce qui me donne justement là l'occasion de dire que oui, le pouvoir central a attisé l'envie nationaliste de la population chinoise à l'égard de Taïwan, mais on peut légitimement s'interroger maintenant aujourd'hui pour savoir si c'est plus le pouvoir chinois qui maîtrise cette pulsion qu'il a cherché à attiser ou si cette pulsion maintenant est tellement en place que finalement le pouvoir chinois est presque prisonnier de la dynamique telle qu'il a lancée et que donc il ne pourrait pas vraiment faire marche arrière par rapport à cette dynamique. Ça, c'est important aussi à avoir à l'esprit. Et puis alors, il y a le 5e scénario, qui est un scénario qui est de plus en plus envisagé dans les états-majors, c'est le fait que la Chine décide d'envahir militairement Taïwan. Alors là, ça veut dire, il faut quand même bien entendre le scénario tel qu'on est en train de le dire, qu'on pense que militairement, il faudrait à peu près 300 000 hommes, que c'est évidemment une opération combinée avec les forces aéronavales, et que là, la Chine aurait pour objet d'atteindre son objectif très rapidement. Et pourquoi très rapidement ? Pour mettre les Occidentaux, et en particulier les États-Unis, devant le fait accompli, et les empêcher à réagir. Il est certain que les événements militaires tels que les Russes les ont lancés en Ukraine le 24 février 2022, rappelons-nous, on avait incité dans une de nos séances en disant ils ont voulu faire une opération coup de poing, va certainement être source d'enseignement par rapport à la Chine. Quand on voit l'ensemble de ces scénarios et ce lieu de crispation, qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de conclusion ? Que oui, on voit bien qu'en réalité, l'Organisation de coopération de Shanghai est une sorte d'instrument qui a le mérite de mettre en évidence le fait que cette région de l'Indo-Pacifique et de l'Asie du Sud-Est reste clé en géopolitique, qu'il faut bien en voir les modalités d'évolution, parce que évidemment, ça reste l'endroit où on peut le mieux comprendre quelles sont les dynamiques majeures d'une part, et quelles sont la façon dont évoluent les rapports entre les grandes puissances. Pour celles et ceux qui auraient besoin d'en être convaincus davantage, il n'y a qu'à rappeler un dernier événement. Il y a eu un défilé militaire, encore un, en Corée du Nord, le 10 octobre 2025, et lors de ce défilé militaire, étaient bien sûr présents des représentants des gouvernements chinois, russes, mais également vietnamiens. Il faut donc veiller à rester particulièrement attentif à tous les endroits de tension en Asie du Sud-Est à l'heure actuelle. Vous l'aviez dit à un moment donné, il y a les spectateurs qui étaient présents, mais ceux qui sont absents sont peut-être plus importants encore. Et ce qui est aussi plus important que ce qu'on voit à l'image, c'est l'image sous-jacente d'un contexte géopolitique qui ressort dans la dernière question avec les éléments autour de Taïwan. Je vous remercie Fabrice pour cette nouvelle séance. Merci à vous. Nous sommes donc arrivés au terme de cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis.